Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Bonjour, bienvenue et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour les mardis de l'info. Alors aujourd'hui, comme on nous l'indiquait tout à l'heure Alain, notre ami Alain, eh bien nous abordons une thématique, un sujet pas évident, pas facile, mais que fait vraiment partie de notre ADN. La laïcité. La laïcité. Alors les uns arrivent en se croisant les bras, ouais c'est quoi, comme ça sert à rien, ou au contraire, il y a les défenseurs de la laïcité. Eh ben, on va essayer d'y s'y retrouver, essayer de comprendre pourquoi et est-ce que la laïcité est réellement importante, est-ce qu'elle s'inscrit réellement dans notre histoire, est-ce qu'il y a d'autres pays qui pratiquent la laïcité, est-ce que tout le monde fait comme nous ou est-ce qu'on serait une exception? Nous voyons ça aujourd'hui avec Mireille Kivy. Bonjour Mireille. Bonsoir. Alors Mireille, vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen en linguistique anglaise. You speak a little bit English, I suppose? Just a little bit. Ah la vache, alors là il faut pas falloir rigoler, elle est excellentissime. Vous êtes retiré depuis peu, mais vous êtes toujours extrêmement investi dans ces questions autour de la laïcité. Vous êtes pro-laïcité, je crois. Il serait très difficile de ne pas l'être quand on est né dans une école. Oui, c'est là où on va voir qu'il y a des petites choses. Donc, vous avez vu, notre invité est pro-laïcité, mais vous avez le droit aussi d'être tout à fait contre. Et évidemment, le Facebook, notre téléphone est ouvert. C'est une émission où vous pouvez également poser vos questions. Alors, tout d'abord, Mireille Kivy, j'aimerais comprendre, c'est quoi la laïcité ? La laïcité... Vous avez 3 minutes. Oui, on va prendre un café, on revient après. D'accord, je vous préviendrai. Je vous fais signe. Alors, la laïcité, c'est quoi ? Alors, la laïcité, d'abord, c'est pas quelque chose qui se définit en 3 mots. C'est le résultat d'un processus historique. C'est-à-dire que c'est pas né comme ça un jour parce qu'on a décidé. On bloque ça et on décide que. C'est une lente évolution. Ça remonte aux Lumières. Oui, ça remonte aux Lumières. Ça remonte même bien avant. En moins 500 avant notre ère, il y a déjà quelqu'un. Il y avait quelque chose d'écrit. C'est un Perse conquérant qui avait déjà mis en place une forme de laïcité dans ses conquêtes de territoire. Alors, on plaisante tout doucement, mais c'est un combat pas d'arrière-garde, mais c'est un combat de grande garde. Ça fait très longtemps qu'on se bat pour ça. Mais oui, et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on s'est battu partout. Je viens de vous citer l'exemple d'un Perse, mais ça a été le même combat en Italie, en Espagne, en Turquie. On a eu un État qui était laïque en Turquie. Et partout. En Allemagne, donc il y a eu une espèce de révolution intellectuelle à un moment donné qui s'est dit il faut qu'on formalise tout ça. Parce que la main était aux religions. Et puis, les autres, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils n'avaient rien. Et donc, tout était plus ou moins régi par le vieux dicton de la royauté qui disait « un roi, une loi, une foi ». Et puis c'est tout. Et c'est tout. Et donc, on habitait à tel endroit, on avait un roi qui était de telle religion, donc... Tout le peuple était de la religion. Ouais. Il y avait, on était parti sans avoir cette liberté de l'instruction. L'instruction n'était pas réservée au peuple, contrairement à ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, où là, grâce justement à des personnes comme Jules Ferry et autres, mais c'est là aussi le résultat d'une lente évolution, Condorcet pendant la Révolution, etc. Donc il y avait des prémices qui étaient jetées, mais ça s'est véritablement concrétisé à la fin du 19e. Et là, on a commencé à avoir l'instruction pour tous, ce qu'on a appelé l'instruction publique. Ouais. Donc la laïcité, c'est l'enseignement uniquement ? Ça participe de tout ça. Parce que si on veut que tout le monde soit à égalité dans la société, il faut à un moment donné que tout le monde puisse l'être. Et si on veut partager tout avec tout le monde, il faut qu'on ait les mêmes moyens à sa disposition. Et le premier des moyens, c'est l'instruction. C'est-à-dire que si on est capable de communiquer avec les autres, de défendre son point de vue, de dire « Ah oui, moi je pense ça, mais toi tu penses ça, mais comment on pourrait faire pour essayer de penser quelque chose en commun ?» Là, il faut quand même des outils pour le faire. On a besoin de la laïcité pour discuter, pour échanger comme ça ? Bien sûr. La laïcité, c'est
la possibilité de croire, de ne pas croire, et surtout de changer de croyance. C'est-à-dire que la possibilité de changer de croyance grâce à la laïcité, ça veut dire qu'on n'est pas prisonnier d'une croyance. On a tout à fait le droit de croire, si on sait pourquoi on croit, et qu'on n'est pas obligé par une structure extérieure. Ouais, mais j'ai pas envie qu'on m'impose des trucs. Ben justement, avec la laïcité, rien ne peut être imposé. C'est comme ça qu'on a décrit en premier lieu l'école publique. C'est-à-dire que l'instruction était donnée à tout le monde. L'image que j'ai en lien avec la laïcité, c'était cet incident qu'on a eu en 89 à Creil, la première gamine qui est arrivée voilée. Est-ce que ça rentre dans ce combat-là ? Alors, il y a une notion qu'il faut bien définir, qui est la notion d'espace civil par rapport à la notion d'espace public. Donc deux lieux où je ne vais pas exprimer mes croyances de la même manière. Absolument. Où je ne vais pas les exprimer du tout. Parfois du tout. Où je ne vais pas les exprimer. Voilà. Donc quand on dit l'espace public, ça vient du mot peuple. Donc ça veut dire que tout le monde peut être à l'intérieur. Tout le monde peut être comme il est, avoir son identité propre, afficher ses croyances, mettre un voile pour une femme, mettre un turban pour un sikh, homme, les sikhs. Voilà. Et puis rien, si on a envie d'être nu, point barre. Voilà, exactement. Et en revanche, dans l'espace civil, ça veut dire qu'on se comporte comme un citoyen. Un espace civil, où par exemple ? Les espaces civils, vous avez l'endroit qui est juste à côté de celui où nous nous trouvons. La mairie. La mairie. Donc l'école. La mairie, aussi. L'école oui. Sont des espaces qui sont définis par la loi et par le statut qu'on a d'être un citoyen en France ou ailleurs. Ce sont aussi des espaces civils dans la mesure où ils sont régulés par des lois. Donc tout ce qui est espace qui a été créé pour le citoyen devient un espace civil. Alors vous avez l'hôpital, vous avez, quand vous allez porter une feuille de sécurité sociale à la Sécu, vous entrez dans un espace civil. Civil, ouais. Donc à l'intérieur de ces espaces-là, la personne se comporte comme un citoyen. C'est ça la laïcité ? Aussi. La laïcité, c'est de respecter la différence entre deux endroits. Un endroit qui appartient à tout le monde, la rue, l'extérieur, le chez-soi, où on est qui on veut être, comme on veut être. Et puis cet endroit où il y a des lois qui régissent cet endroit-là. Une mairie, ça ne fonctionne pas comme ça, avec de la poudre magique. Ça fonctionne à partir de régulations, de lois, de comportements spécifiques. Et donc, il faut être d'accord avec ça. Alors aujourd'hui, nous parlons de la laïcité. Vous voyez, ça va pas être très très simple, mais on va avoir d'autres exemples à vous montrer et à discuter. On va reparler du voile qui est au centre aussi, qui cristallise les choses. Je dis bien qui cristallise, parce que c'est pas que la raison. C'est un des éléments. Et on va voir ça ensemble. Vous êtes sur Horizon et ce sont les mardis de l'info. Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Réalisation de cette émission, Luc avec nous. Merci beaucoup Luc de prendre à chaque mardi de l'info le temps de nous faire la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, ce soir, nous parlons laïcité. C'est quoi ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est un modèle français, etc. Vous avez déjà vu que c'est pas très simple tout ça et que ça remonte vraiment de très loin, la laïcité, et qu'elle est aujourd'hui, qu'elle fait partie des ADN, de notre ADN, en tout cas pour nous en France. Et ça a eu ainsi des conséquences sur notre vie au quotidien, et ça a toujours des conséquences sur notre vie au quotidien. Une crèche à l'école, ça passe pas. Hein. Une crèche en mairie, ça passe pas non plus. Quoique dans l'enseignement privé, eh bien on va pouvoir toujours avoir, l'enseignement privé catholique, on pourra toujours avoir une crèche, un sapin, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Remarquez par exemple que d'autres pays que la France, comme l'Autriche, eh bien vous aurez des crucifix accrochés à droite, à gauche, partout à l'école. Il y a une crèche, ça pose pas de souci. Donc chaque pays a choisi des voies quelque peu
peu différente. Et le modèle français est véritable un modèle en soi. Pourquoi avoir choisi la date de 1905 pour légiférer ? Mireille Kivy, notre invitée, maître de conférence honoraire à l'Université de Rouen. 1905, c'est la suite du 19e siècle. La date n'a pas été choisie comme ça, encore une fois. C'est-à-dire qu'on avait une religion, la religion catholique, qui était très présente. Jusqu'où elle était présente ? Je ne me rends pas bien compte, 1905, je n'étais pas encore né. Elle était présente jusqu'en 1882, les lois Ferry. C'est ça, jusqu'aux lois Ferry. Et ce sont vraiment les lois Ferry qui ont débloqué le système laïque. Tout un enchaînement. Oui, parce que on a eu des tentatives. Alors non, mais pour savoir, la situation c'était quoi ? Il y avait des curés partout, ils étaient omniprésents partout. Mais ils étaient surtout omniprésents dans l'éducation, éducation des enfants mâles. Il n'y avait d'éducation que pour les garçons à l'école. Et là encore, ça dépendait des possibilités sociales et financières de qui familles, envoyait ses enfants à l'école. Il ne faut pas oublier que la population, malgré la révolution industrielle du milieu du siècle, la population était encore très soumise au travail des enfants à partir du moment où ils étaient capables de le faire. Alors 1905, il se passe quoi ? Alors 1905, c'est le résultat donc de tous ces mouvements de la fin du 19e siècle. Alors plusieurs mouvements, on a eu les tentatives de mouvements de libération de la femme, qui disaient mais nous on a le droit à l'éducation. Et en fait, grâce aux lois Ferry, on a eu les premières bachelières. Donc les femmes ont commencé à pouvoir bénéficier de l'instruction comme, les filles, comme les garçons. Et là, ça a commencé à créer des mouvements qui disaient mais pourquoi est-ce que l'égalité n'est pas totale ? Donc revendication de ce niveau égalitaire d'une société où les différences qui pouvaient exister au niveau social seraient compensées par des possibilités égales dans l'instruction et donc dans, là encore, l'accès aux fonctions civiles, éventuellement, ou aux fonctions professorales ou autres. Donc une nouvelle répartition des fonctions prises en charge. Et donc du jour au lendemain, il s'est passé quoi, 1905 ? Alors, 1905 et un jour, il s'est passé quoi ? Oui, alors c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est long. C'est long ? C'est long, parce qu'il y a eu des discussions et des discussions et des discussions pendant des mois. Ça a été une véritable révolution ? On peut le dire, je crois. Alors, ça a été en même temps... ça a été la marque du soutien de certaines religions à l'idée laïque. Par cela, je fais référence aux protestants. Et dans les siècles précédents, il y avait eu un mouvement qui s'appelait la Réforme protestante qui voulait établir la libre conscience, le libre arbitre des personnes en disant on n'est pas obligé d'assister à des offices religieux, on peut très bien. Ça s'est pas très bien passé au départ. Non, c'est vrai qu'il y a eu quelques luttes intestines et acharnées également. Mais finalement, on a hérité de ce concept au XIXe siècle, ce concept du libre arbitre, qui fait que chacun, comme dans un match de foot, il y a un arbitre, mais là, l'arbitre c'est soi-même. Donc c'est le libre choix. Oui. C'est à soi-même de décider. Est-ce que on peut traduire laïcité par libre choix ? Oui, on a plutôt tendance à utiliser les mots de liberté de conscience, c'est-à-dire vraiment montrer que c'est quelque chose qui est en nous et qu'il faut cultiver. C'est-à-dire que cette liberté, elle nous est pas donnée par un tel ou un tel qui nous dit tiens, tu peux faire ça, t'es libre de faire ça. On est des êtres libres et égaux en droit, c'est ce que disait ce que la vous me dites là, déclaration des droits de l'homme. Ça me paraît tellement évident. Bah oui, si j'ai envie de sortir, je sors. Voilà. Si mon épouse veut s'habiller de telle manière, bah s'habille de telle manière. Et puis voilà. Et puis si je suis pas content, je râle un peu. Et puis elle va me dire tu sais quoi, c'est le même tarif, et etc. Donc elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais à la différence près que ce qui peut être vrai de la façon dont vous en parlez au niveau de la sphère familiale ou de la sphère intime,
Quand on est dans la sphère publique, celle du peuple, là où tout le monde est libre de s'exprimer comme il le souhaite, cette liberté a quand même un seuil, c'est la liberté d'autrui. Donc, il n'y a pas de liberté sans respect de la liberté de l'autre. Et c'est ce que veut dire aussi la laïcité, c'est-à-dire que... alors, il y a une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui est un écho d'une phrase biblique d'antan, qui est « l'Église chez elle, l'État chez lui ». Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire les églises chez elles ? Oui, sauf qu'il y a certaines religions qui n'ont pas d'église. C'est ça, voilà. Et vous allez voir le rebond tout à fait délicat, puisqu'on parlait de Creil tout à l'heure, et nous avons quelques bonnes connaissances sur Creil, avec des exemples tout à fait réels, flagrants et hélas avérés, que sur certains quartiers de Creil, sur les plateaux de Creil, c'est plus tellement la loi de la République qui est posée là. On parle de la charia qui s'installe sur ces quartiers. C'est une réalité, ça ? Il est difficile de dire que c'est une réalité. C'est une des réalités possibles. Une des réalités possibles. Parce que je pense qu'il ne faut pas stigmatiser un quartier ou un autre. Il faut toujours avoir foi en l'évolution, déjà, des mentalités, et se dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, je vous disais que croire, ne pas croire ou changer de croyance, on peut toujours penser que par l'éducation, par la confrontation sociale avec d'autres membres de la société qui ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même culture, on peut progresser dans l'harmonisation. Et je vais pas dire que c'est une question de communication, parce que le mot est galvaudé et n'a plus guère de valeur aujourd'hui, mais c'est une question de relation à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'une religion, si ce n'est le fait de se relier ? Alors, se relier à une divinité quelconque, pourquoi pas ? Mais se relier aux hommes qui nous entourent, aux personnes qui vivent avec nous dans la société, c'est quand même une très belle chose. Donc, notre République française... Alors, excusez-moi, mais alors, ça n'engage que moi, tout seul. Mais quand je vois une dame voilée des yeux, enfin de la tête aux pieds avec le grillage, je me reconnais pas dans cette histoire-là. Non, mais elle est dans la rue, elle a le droit de se promener dans la rue avec ce... C'est son droit. Bien sûr, dans la rue... C'est pas ma culture, mais c'est son droit. Oui. Oui. Et alors, quand vous... C'est l'espace public. C'est l'espace public. Par contre, il ne faudrait pas qu'elle vienne comme ça, dans une mairie, ou en burkini à la piscine, ou ce genre de choses. Alors, il y a quand même, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une limite à la liberté dans l'espace public. Cette limite, c'est le respect d'autrui. Mais c'est aussi... c'est ce que disait la loi sur la laïcité, c'est... les seules restrictions sont édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Or, si une femme ou n'importe qui soit derrière ce voile ne peut pas être reconnu, on ne peut pas savoir qui est cette personne. On a malheureusement eu besoin d'une loi suite à certains actes terroristes. Bien sûr. Surtout que là, pour dire que il fallait pouvoir soulever ce voile et montrer qui l'on était. C'est toujours très, très gênant d'être face à quelqu'un dont on ne voit pas le visage. C'est un petit peu compliqué. Admettons que, voilà, vous avez eu le cas en plus, vous, de votre côté, c'est quand, dans l'amphithéâtre, à l'université, vous aviez des jeunes filles qui étaient pas couvertes intégralement, mais qui avaient le hijab, qui était le niqab, pardon, et qui étaient couvertes. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui, entre guillemets, vous dérangeait ? Moi, personnellement, non. Donc, c'est quelque chose, je veux dire que dans la sphère normale, c'est quelque chose qui est admissible. C'est possible. L'université est différente de l'école. C'est une question d'âge. À l'université, on a généralement affaire à des personnes majeures. Donc, ces personnes sont en âge de décider pour elles-mêmes. La liberté de conscience qui est la leur est quelque chose qui, théoriquement, à leur âge, et vu leur parcours d'études, est acquis. Donc, c'est
Les choix ont été faits. C'est un vrai choix de ces personnes-là, et ça se respecte. Ça se respecte. C'est son choix. J'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Je veux mettre un t-shirt bleu, je mets un t-shirt bleu. Elle a envie de mettre un foulard, elle met un foulard. Oui, en revanche, à partir du moment où ces personnes envisagent une carrière dans l'enseignement public, je précise, elles passent un concours, qui est un concours national, où bien sûr les copies sont anonymes, on ne sait pas qui rédige la copie, et on voit ces personnes lors des épreuves orales. Ces personnes se destinent à enseigner face à un public d'enfants ou d'adolescents, donc qui ne sont pas encore majeurs, et pour lesquels on doit assurer leur liberté de conscience. Parce qu'on en voit des fois des petites gamines habillées complètes. Personnellement, ça me choque. Pas à l'école. Non, pas à l'école, mais dans la rue. Et ça excusez-moi, mais ça me choque. Oui, et donc pour finir sur mes étudiantes, là, ce qui était tout à fait acceptable à l'université ne l'est pas le jour du concours. Elles doivent être habillées normalement parce qu'elles vont avoir à opérer dans l'espace civil de l'école. Alors, les petites filles, je partage votre sentiment qu'il est douloureux. Pour moi, en tant que mère... Après, je ne demande pas mieux qu'on m'explique. C'est faux, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais tout à fait, ça me surprend. On a le droit de changer de croyance et de changer d'avis, bien sûr. Mais voir une petite fille, un petit bout de chou de 3 ans, qui est voilée de la tête aux pieds, sans qu'elle sache pourquoi elle est différente des autres. Pourquoi on marque une différence à son âge, alors que son petit frère à côté n'a rien qui le distingue des autres petits garçons. C'est une différence marquée entre 2 sexes, déjà, et qui prend, dans ce cas particulier, des allures de... je ne vais pas dire de prosélytisme, mais presque. C'est-à-dire qu'on veut montrer qu'on affiche une certaine religion et qu'on n'a pas ce respect de la toute petite personne qui ne peut pas encore choisir par elle-même. Donc c'est vrai que dans l'espace public, les parents qui sortent avec leurs enfants, comme ça, leurs petites filles voilées, ont tout à fait le droit de le faire. C'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité de parents. À la rigueur, voilà. J'ai rien à dire. En revanche, vous voyez, il y a une chose qui m'a heurtée. C'est très particulier parce que ça concerne une religion en particulier. Je me répète, mais c'est le problème du Ramadan à l'école. On a certains enfants dont les parents souhaitent qu'ils n'assistent pas à la cantine pendant la période du Ramadan, de façon à ce qu'ils puissent faire cette pratique religieuse à la maison avec la famille. S'ils le font à la maison, c'est la responsabilité des parents. Mais une fois qu'ils reviennent à l'école l'après-midi, le ventre creux, que peut-il se passer ? Où est la responsabilité ? Il semble un petit peu tôt, et même dans le Coran, il est signifié qu'on ne fait pas jeûner les enfants avant la puberté, donc avant 14 ans, si ma mémoire est bonne, 13-14 ans dans cette fourchette. Et donc là, je pense vraiment que les dispenses ne devraient pas être accordées au niveau de l'école pour la cantine. Oui, toujours faire cette action de vigilance. Oui. Parce que c'est de la vigilance soin. C'est un soin pour les enfants. Nous parlons la laïcité, enjeu de la laïcité. Comment ça marche, à qui ça s'adresse, évidemment ça nous concerne nous en plein, et puis vous verrez que l'exemple français, c'est un exemple, ce n'est pas un exemple universel, on le souhaiterait, et à travers le monde entier, je crois que nous avons beaucoup de chance. Les mardis de l'info sur Horizon, 19h-20h avec Stéphane Salzman.
Et nous parlons laïcité aujourd'hui, savoir comment ça marche, à quoi ça sert, et etc. Et puis, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que la laïcité, Mireille Kivi, vous êtes notre invité aujourd'hui, maître de conférence honoraire à l'université de Rouen. Vous avez beaucoup enseigné à des tout petits, à des plus grands, et ça. Vous êtes très impliqué au niveau de la laïcité. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages autour de la laïcité. Je donnerai quelques références tout à l'heure. Avec Luc, notre réalisateur, on se posait la question. Luc, c'était... Oui, en fait, la question était toute simple. On parlait tout à l'heure donc de cette personne qui était destinée en fait à enseigner dans une école publique, mais c'est le même diplôme en fait pour une école privée. Et la question qu'on se posait en fait, c'est mais si c'est une école privée musulmane. Oui, alors il y a plusieurs systèmes éducatifs qui coexistent en France. Système public, système privé sous contrat, et puis écoles qui sont complètement indépendantes, qui n'ont pas de subvention étatique et qui se gèrent, qui s'autogèrent et qui gèrent également leur structure interne. Quand on passe un concours national pour l'enseignement public ou l'enseignement privé sous contrat, donc par essence enseignement catholique, parce qu'il n'y a qu'avec l'enseignement catholique qu'il y a des conventions. Le candidat qui va présenter le concours va choisir d'entrée de jeu, et non pas après le résultat, va choisir d'entrée de jeu entre public et privé. Et donc il y a un certain nombre de postes qui sont dévolus au public et un certain nombre qui sont dévolus au privé. Il n'est pas rare d'ailleurs, et c'est un fait attesté, et dont je peux attester personnellement, que l'on retrouve dans certaines écoles catholiques voulant dire universelles au départ, que l'on retrouve des enfants musulmans, des enfants juifs, des enfants catholiques, des enfants athées. Et c'est le cas à Rouen. J'ai des amis musulmans dont les enfants vivaient très difficilement leur vie à l'école publique et qui ont été acceptés sans aucun souci dans une école catholique de centre-ville. Oui, je vous confirme, on a la même chose à Neuchâtel-en-Bray où je travaille également dans un collège privé. Et nous avons exactement le même cas. Voilà, et donc c'est, sans vouloir le dire, c'est de la laïcité active. Parce qu'on a toutes ces confessions réunies, qui sont là, qui partagent, et qui ne partagent pas de prières ou de références particulières à des objets ou autres, à des symboles, mais qui sont là pour assumer un vivre ensemble qui, cette fois-ci, prend du sens. C'est plus le vivre ensemble galvaudé par les politiques, mais c'est une vraie tentative d'avoir un vécu commun. Oui. Et ça une école dite musulmane, ça serait comment ? L'école musulmane est, d'après ce que j'en sais pour en avoir visité dans certains pays du Maghreb, est un lieu fermé dans lequel on étudie prioritairement les textes, le Coran. C'est ce qu'on appelle des écoles coraniques ? Écoles coraniques, bien sûr. Ouais. Et les enseignants sont tous musulmans ? Sont tous musulmans, des hommes. Et donc cet enseignement est un enseignement religieux. Alors, il a existé... Alors, encore une fois, on n'est pas en train de blâmer la religion musulmane. Non, l'islam est une magnifique religion. Absolument, absolument. Et il y a eu aussi un islam des Lumières, qu'il ne faut pas occulter. Dont nous avons beaucoup appris. Et nous apprenons encore aujourd'hui. Il faut différencier l'islam de l'islamisme, l'un étant une religion monothéiste qui a, comme le catholicisme et le judaïsme, eu droit de citer au cours des siècles. Bon, l'islam est beaucoup plus récent que les deux autres, reposant sur un prophète en particulier. Mais l'islamisme, comme tous les mots en isme, est soit une philosophie et soit un concept politique, et donc comme le socialisme, etc. Donc c'est une façon de considérer l'islam. Ce n'est pas l'islam. Donc à partir du moment où on parle d'islamisme, on a tendance à envisager plusieurs courants, salafisme, etc. Donc une variation à partir d'une même religion.
Donc la religion de l'islam, ce sont les musulmans. Oui, et puis entre les et chiites à partir et de les là, salafistes, ça chauffe. À partir de là, il y a des courants religieux, comme on a pu en avoir chez les protestants au XVe siècle. Voire même chez les catholiques. Chez les catholiques également. Rappelons-nous de l'Inquisition, c'était pas mal dans le genre. Et puis en 1906, la bulle du pape qui a différencié la religion catholique française qui se voulait antipapale de la religion de Rome. Les Gaulois fondeurs, comme d'habitude. Voilà. Mais oui, moi je trouve dommage qu'on associe des religions à des politiques. Et il faut toujours différencier les catholiques de ceux qui utilisent le catholicisme pour revendiquer des postures politiques. C'est ça la laïcité aussi. Oui, parce que là on n'est plus dans croire ou ne pas croire, on est dans utiliser la croyance d'autrui pour en faire une arme politique. Et c'est un dévoiement de la religion. Donc si c'est un dévoiement de la religion... La religion, la croyance, pourquoi pas ? Voilà. Mais c'est tout. Mais c'est tout. C'est tout. À partir du moment où il y a une application politique, cela revient à et la dérive, c'est de voir qu'il y a l'expression de la charia à Creil, comme ce qui se passe en Iran, par exemple. Oui, alors ça, c'est vraiment... c'est une des incompréhensions majeures de la société actuelle. C'est que certaines femmes, voire jeunes filles, prennent l'habitude de se voiler, alors soit par imitation, soit par conviction passagère, soit par désir de se différencier, soit par conviction, je ne vais pas dire religieuse, parce que le voile islamique n'est pas un voile religieux. On a beau essayer de chercher dans le Coran, on ne trouve pas un endroit où le voile était supposé recouvrir de façon religieuse la femme. Mais c'est un des outils de ce mythe de la pureté retrouvée. Donc la chasteté qui permet la pureté, et cette pureté nous rappelle de mauvaises choses d'il y a un siècle qu'on ne voudrait pas voir revenir. Mais donc à partir du moment où on associe le voile non plus à une croyance religieuse, comme par exemple mettre un foulard sur la tête quand on entrait dans une église. Ou comme se découvrir pour les garçons lorsqu'on entre dans une église. Ça, c'était des rituels. Des rituels qui appartenaient au lieu dans lequel on entrait, comme se déchausser dans une mosquée ou autre. Et ça, c'est du rituel qui appartient à la pratique religieuse, mais pas au fondement de la religion. Ça n'est prescrit nulle part, c'est une pratique d'usage de la religion, parce qu'à partir du moment où on entre dans un lieu, il y a des règles à observer. Et tant qu'à faire, que ces règles soient propres au lieu dans lequel on entre. On n'entre pas dans le salon comme dans la salle de bain. Donc c'est chaque lieu dans lequel on pénètre a ses règles. On ne rentre pas dans votre studio sans y être invité. Sans dire bonjour. Mais pour revenir à l'Iran. Oui, alors, c'est que certaines femmes, que certaines jeunes filles choisissent de se voiler, alors qu'en Iran, on a eu le cas très récemment, l'an dernier, d'une femme dont une mèche de cheveux dépassait de son voile et qui a été tuée, assassinée, on pourrait le dire, parce qu'il y a toute une raison bien calculée derrière. Le courage aussi de celles qui s'étaient... Et de voir que elles osent faire cela. Elles osent affirmer que ce voile est une prison pour elles. C'est une prison quotidienne, c'est quelque chose qui les enferme, qui leur empêche d'affirmer leur féminité et de la réserver uniquement à l'homme qui sera leur mari. Les féministes françaises pourraient taxer ça de patriarcat et on ne leur en voudrait pas. Mais voir qu'il y a une tendance aujourd'hui en France
une France dont l'article 1er de la Constitution dit qu'elle est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, quelque part, ça semble totalement paradoxal. Certaines luttent avec leur vie en jeu pour enlever le voile, et d'autres luttent dans une société qui ne leur fera aucun mal pour en porter un. Donc c'est le hiatus qu'il y a entre ces deux convictions. La conviction, je veux être libre de l'emprise qu'a la société sur moi et qu'a le patriarcat sur moi. Et de l'autre côté, je veux être libre de m'habiller comme je veux parce que la France est un pays de liberté. La laïcité, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans les Mardis de l'Info. Les Mardis de l'Info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Et réalisation de cette émission, Luc, comme d'habitude, encore merci. Merci à vous aussi d'écouter cette émission. On est toujours très content de vous avoir à nos côtés pour justement évoquer toutes ces thématiques qui sont pas forcément toujours très très évidentes et qui demandent aussi pas mal d'ouverture d'esprit parce que des fois, quand la laïcité, je me dis ouais, quand même, laïcité, c'est bien pratique, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui va me contraindre ? Parce que regardez les vacances de Noël. Il serait envisagé de les appeler les vacances de fin d'année pour justement pas choquer. Noël, c'est attention, pas bien. Oui, on peut tout débaptiser dans ce cas-là, mais que mettons à la place ? Les vacances de fin d'année. Il faudrait enlever aussi le mot débaptiser. Ah oui, mince, vous avez raison. Il faut faire très très attention à ce qu'on dit. Voilà. Je suis désolé. La laïcité, c'est contre les religions ? Alors la laïcité, c'est un parapluie. Et en Normandie, on en a bien besoin du parapluie. C'est-à-dire que dès qu'il y a des choses qui pleuvent et qui risquent de vous mouiller et de vous faire attraper froid, la grippe ou autre, il faut s'en protéger. Donc la laïcité, j'espérais vous avoir convaincu, je pense pas y être arrivé. Si, on fait des la laïcité, c'est un moyen de se protéger de toutes les radicalités. C'est-à-dire que on sait où on est dans l'espace civil, on sait où on est et ce que l'on peut faire dans l'espace public, et on sait comment se comporter partout. On n'a besoin d'aucun mentor. C'est une histoire d'éducation, ça. Bien sûr. Alors, d'éducation et d'instruction. Et on peut remarquer le glissement qu'il y a eu entre les deux. Au fin 19e, Jules Ferry, etc., on parlait d'instruction publique. C'est-à-dire que l'instruction était réservée à l'école. C'était des savoirs. On faisait des petits républicains, on faisait des citoyens, on leur apprenait la morale républicaine, qui n'a rien à voir avec une morale religieuse. Et après, à la maison, on avait l'éducation. Et le glissement s'est opéré après la guerre, et on a maintenant l'éducation nationale. Et on a l'impression que tout est dans les mains de l'enseignant, que c'est l'enseignant qui est chargé de tout. Quand je pense à tous les profs des écoles, les grandes sections, les petites sections, les mômes qui arrivent des fois dans des états un peu particuliers. Quand je dis particulier, c'est très particulier. Des gamins qui arrivent d'autres pays, pourquoi pas, tant mieux. Mais qui sont laissés sans éducation, qui parlent ni le français, ni leur propre langue. Donc on a des gamins qui parlent quoi ? Ils vont parler Pokémon, ils vont parler bruit de dessin animé. Je vous assure que c'est vrai. Et évidemment, là, on fabrique des mômes qui s'expriment que par la violence. Et la violence, on la voit apparaître. Voilà, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que à partir du moment où on n'a pas les moyens linguistiques, le langage, les moyens, les outils, les mots, pour pouvoir engager une conversation, répondre à quelqu'un, dire je suis d'accord, je suis pas d'accord parce que. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi les gens font ça ? Poser des questions, répondre aux questions, avoir les outils pour le faire, c'est là le rôle constant de l'école. C'est donner des outils aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer. À partir du moment où un enfant ne partage pas les mots,
Et c'est vraiment, il y a eu des études qui ont été faites sur la capacité de vocabulaire d'un enfant selon le milieu social et selon le type de famille dans laquelle il est. On s'aperçoit qu'il y a des différences énormes et que quand un enfant ne peut pas répondre à quelque chose qu'il ressent comme lui étant opposé, je ne vais pas dire une agression parce que ce n'est pas une agression, mais il le ressent comme tel. Voilà, une frustration aussi. Voilà. Et ça se traduit par... La seule réponse, c'est une réponse physique. Et généralement, ça se traduit par de la violence. Ouais. Déjà chez les tout petits. On a vu des gamins de 3-4 ans latter une maîtresse. Ça s'est déjà vu. Oui. Bon, la maîtresse, après, elle a le bras plus long, donc elle va le retenir. Mais c'est quand même, ça fait des drôles de conditions, parce que ces gamins-là, on a tous croisé des gamins, il y a quelque temps, ils avaient 4 ans, mais on regarde derrière nous, on se dit, ah mince, il a 22 ans maintenant. Zut. Et ça fabrique quoi ? Alors, ça fabrique ce que ça fabrique. Tout dépend du parcours que suivent ensuite ces enfants une fois adolescents. S'ils ont la chance de s'acclimater à l'intérieur du lycée. Souhaitons-le, ils seront bien accompagnés par d'excellents profs. D'avoir des professeurs, effectivement, qui les guident, et des parents qui ne contreviennent pas aux orientations qui sont données. Ils pourront sans doute s'intégrer de façon... Et de leur laisser le choix. Il y en a un qui n'a pas eu le choix, Samuel Paty. Eh oui. C'est l'emblème, malheureusement, de cette révolte inacceptable contre l'enseignement de la culture française. La seule chose que voulait Samuel Paty, c'était former justement ses élèves à l'esprit critique. Et l'esprit critique, depuis les Lumières, c'est ce qu'on essaie d'insuffler. L'esprit critique, ça ne veut pas dire tout rejeter. Ah non, l'esprit critique, une critique est positive tout autant que négative. Avoir l'esprit critique, c'est savoir exprimer un jugement soi-même sur un fait, sur un événement, sur un texte, sur un comportement. Savoir parler. Et se dire... Échanger. Voilà, également. Et savoir dire pourquoi on ressent telle chose, pourquoi on exprime tel jugement. Le jugement gratuit n'existe pas. Il faut savoir l'étayer. Donc ce qui est arrivé à Samuel Paty, c'est malheureusement cet enchaînement de circonstances tragiques qui ont lié les réseaux sociaux à l'immaturité d'élèves. Ils nous aident pas beaucoup, les réseaux sociaux. Ben, ils nous aident pas parce que les enfants qui les pratiquent sont beaucoup trop jeunes pour y être et qu'il n'y a pas de régulation effective. Mais même de jeunes adultes là-dessus qui sont convaincus que ce qu'ils voient là est une réalité et que c'est ça la vérité. Oui, le mot de vérité est important parce que la vérité est quelque chose qu'on cherche mais pas quelque chose qu'on impose. Or, si on revient aux religions ce faisant, c'est qu'il n'y a pas de vérité laïque, mais on sait qu'il y a des vérités religieuses. C'est-à-dire des éléments de croyance qui sont présentés non pas comme des croyances. Une croyance, c'est quelque chose qui demande encore à être prouvé, mais qui sont présentés comme des vérités. Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir de la raison est remis en question de plus en plus par certains comportements. On a beaucoup d'ouvrages auxquels vous avez d'ailleurs, vous, participé très directement. Mireille Kivy, je rappelle que vous êtes maître de conférences honoraire à l'Université de Rouen. Linguiste, on a bien compris que vous êtes linguiste. J'ose pas formuler le moindre mot en anglais aujourd'hui. D'habitude, je me tape la frime. Ouais, parce que vous comprenez, moi, je parle un peu anglais et tout. Là, je m'écrase. Je peux ne pas écouter. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui sont tous bilingues, voire trilingues. Je vous vois derrière le poste, en train de parler un anglais merveilleux. Donc, on va faire un petit peu attention. Donc, plusieurs ouvrages sur lesquels vous pouvez en savoir plus sur la laïcité. Comme d'habitude, il faut multiplier les lectures. C'est pas un son de cloche, c'est plusieurs sons de cloche. Tout d'abord, par exemple, Penser la laïcité, Catherine Kitzler, aux éditions Minerve. Liberté, égalité, laïcité, Nadia Gertz, aux éditions du CEP. On a aussi, on l'a pas tout à fait évoqué tout de suite, puis on y reviendra sans doute un de ces quatre, mais parler également du fait religieux
en entreprise, c'est quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait considéré. Chez EDF, par exemple, ils ont édité une brochure très complète, très très intéressante, remarquable, sur le fait de comment comprendre, entendre, et puis est-ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut accepter, et ce qui n'est pas acceptable pour que les choses se passent correctement. Si vous pouvez avoir accès à ce fascicule, il est absolument exemplaire. Le fait religieux en entreprise chez EDF. Une petite citation tout de même au passage, l'historien pédagogue Ernest Lavis, fin 19e, disait « Être laïque, c'est refuser aux religions qui passent le droit de gouverner l'humanité qui dure. » Oui. Belle citation. N'est-ce pas ? Oui. Mireille Kévy était notre invitée pour les Mardis de l'Info, pour évoquer avec vous, à vos côtés, ces thématiques compliquées, je le reconnais, de la laïcité. J'espère qu'on aura amené quelques points d'éclairage. Comprenez bien également que dans nos propos, c'est avec un respect immense et total de toutes les religions que nous avons évoqué cette thématique aujourd'hui. Par contre, les trucs en isme, effectivement, là-dessus, on n'est pas trop d'accord. Réalisation de cette émission, Luc. Les Mardis de l'Info, c'est terminé pour aujourd'hui.